Voilà, ben, je vous remercie d'être là. On va pas faire durer le plaisir plus longtemps. Donc, je rappelle le but de cette présentation. Le but, c'est de vous partager tout ce qui était construction et aspect technique et conceptuel sur une micro-ferme en autonomie alimentaire et hydraulique et hydrique hydraulique. Sous l'angle de mon métier, de mon travail, de quelle progression je fais pour y arriver et comment utiliser notamment le keyline design, donc tout ce qui est de l'ordre de l'hydrologie régénérative. Avant de commencer ça, un petit rappel qui est que l'hydrologie régénérative, c'est un mot-clé qui est apparu il y a 2, 3 ans maintenant à l'initiative de nos amis français, qui permet en fait de gérer des paysages hydrologiquement. Et quand on travaille sur la thématique de l'eau, eh bien, on travaille sur quasiment tous les aspects du paysage et de l'environnement, aussi bien sur les activités humaines. Donc, pour ce qui me concerne et concerne certains de mes collègues, nous n'avons pas changé grand-chose, en fait, à notre pratique, puisque l'eau était déjà un fil conducteur et elle permettait déjà de tout connecter, d'une manière naturelle et automatique. Voilà, donc ceci étant dit, je vais partager mon écran. Donc le titre, planifier et mettre en œuvre une ferme régénérative en polyculture élevage. On va commencer par le début. Ici devant vous, vous avez une mare ou un étang, ça dépend de ce qu'on met comme taille sur l'ouvrage. Et en fait, nous verrons plus loin dans la présentation que cette mare est, est en fait une ancienne carrière pleine de bosses, de fosses et complètement inaccessible, et que nous allons refaire un havre de biodiversité et de microclimat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ferme régénérative? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est l'amélioration des cycles de l'eau et du stockage du carbone. Le stockage du carbone, ça passe aussi par la restauration des sols, donc la gradation des sols par la diversification des usages. Par exemple, de la prairie, de la culture, du pâturage tournant dynamique ou simplement de l'occupation en pâturage, en pâture. Mais on cherche aussi, est-ce que ça reste économiquement viable pour les agriculteurs? Donc ici, nous sommes sur une micro-ferme. L'agriculture régénérative, elle, c'est un courant qui s'étend aussi à des beaucoup plus grands espaces, avec des rotations qui sont plus longues et qui sont différentes de celle-ci. Donc ici, on reste bien dans le cadre micro-ferme. Voici le lieu dans son état initial. Je vois qu'on voit bien ma petite flèche. Ok, donc le lieu, en fait, c'est une dizaine d'hectares sur un paysage un peu à l'abandon qui était simplement devenu des pâtures et de la fauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour ça que je l'appelle le mal-aimé. C'est que on voit ici que nous sommes sur une zone basse, donc potentiellement inondable, en particulier avec le bas du ruisseau qui se trouve ici. Et comme beaucoup de ruisseaux, suite au remembrement et au fil des dizaines d'années, des décennies, son cours a été modifié. Et quand on modifie un cours d'eau, eh bien, en général, on crée des problèmes ailleurs. Et donc, toutes ces prairies sont inondables et potentiellement très saturées d'eau. On est sur une zone, on le voit bien ici avec l'ombre, qui est orientée nord. Donc, en fait, le sud, il est bien à notre gauche, bien à gauche de l'image. Je vous ai mis le petit œil ici pour vous montrer dans quelle direction la photo a été prise, hein, de où elle était prise et dans quelle direction. Avec donc une orientation nord, donc pas une belle pousse, pas une grande fertilité non plus. On est sur une zone qui est mal exposée, qui est en fond de vallée ou parfois en zone séchante comme ici, sur cette petite crête, et sur une zone sablonneuse. Donc c'est pas ce qui peut être très vite saturé et très vite drainé, donc très vite mouillé, très vite sec, en particulier avec une sous-couche argileuse. L'autre configuration compliquée du site, c'est son morcellement, puisque nous avons un espace derrière le bosquet, qu'on voit, qu'on ne voit pas, mais qui se trouve ici, qui nous amène très très loin, quasiment à 1 kilomètre de la zone d'entrée qui se trouve là, et qui donc est en fait à droite de l'image dans ce coin-là, avec d'autres
une configuration. Ici, on a encore une petite partie qui est décalée et qui n'est pas reliée au reste, avec un petit chemin, on ne sait pas trop à quoi il sert au début, c'est probablement une pâture, qui arrive ici et qui est séparée par le cours d'eau. Donc, on a aussi, on le voit bien sur cette image aérienne, un voisinage qui est fort, fort dense, et avec une vue plongeante sur le lieu. Donc ça veut dire que quand les gens ont une vue plongeante sur un site, eh bien les gens considèrent que le site est à eux et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Pour la petite anecdote, on avait mis des perches à rapaces et euh, je vérifie, alors, il n'y a pas d'SMS de Gardone, je pensais. On avait mis des perches à rapaces, donc des petits poteaux qui font environ 5 mètres de haut, et on a reçu une lettre pour nous demander d'enlever les pylônes que nous avions mis dans les prairies. Donc, enfin, après, on a eu beaucoup de retours, on a eu beaucoup plus de retours positifs que négatifs, et puis quand on a expliqué la situation, c'est passé crème, mais c'est pour vous dire un petit peu que le voisinage est important dans ce type d'analyse. Euh, et l'accessibilité. Donc, ici, on est sur une rue qui est en cul-de-sac, qui est étroite. On a bien galéré pour faire amener les machines et les camions. Et d'ailleurs, tous les camions, on a dû les faire venir par cette zone-ci à travers des chemins agricoles pendant plus de 2 kilomètres, si pas 3 kilomètres. Voilà, donc je vous remets la situation que je viens de décrire. Donc on voit bien, en fait ici, on est sur une zone aussi qui est compliquée parce qu'on avait deux hangars agricoles, dont je pense un brûlé, et du remblai qui était d'une qualité très médiocre. En fait, c'était des crasses, quoi, hein. Donc on trouve des briques, des pneus, des vieux métaux. C'est assez compliqué. Toute cette zone-ci étant remblayée, toute cette zone-ci étant de la terre qui était un peu mise n'importe comment. On voit ici la zone qui est décentrée, on voit la zone ici qui ne sert à rien, et on voit aussi un bosquet. C'est un bosquet qui est une ancienne carrière du XVIIIe siècle, une carrière de sable et enchevêtrée enfin, complètement encombrée d'arbres en très mauvais état, enchevêtrés dans tous les sens, donc on ne sait rien faire avec. Alors, c'est très bien pour la biodiversité, c'est pas un souci, mais voilà, au niveau de la circulation, au niveau de l'aspect ferme, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est bien de trouver un juste milieu, et c'est ce qu'on va essayer de trouver dans notre analyse. Alors, j'ai fait exprès de mettre, qu'est-ce que j'avais mis au début? La personnalité du lieu et les caractéristiques des porteurs, parce que d'habitude on mettrait plutôt l'inverse. J'avais envie parce que c'était très très chouette de travailler pendant toutes ces années avec eux, parce que c'était des gens qui étaient participatifs, qui étaient engagés, qui avaient de l'expérience professionnels auparavant, qui savaient gérer des équipes, qui savaient gérer des budgets, et avec lesquels on a vraiment, pendant les 3 premières années, on était tout seul, enfin, j'ai été tout seul avec eux, et on a bien avancé, bien travaillé. C'est vraiment intéressant de pouvoir travailler les mains dans la boue et les pieds dans les bottes avec, avec les clients, quoi. Par contre, effectivement, c'était des nimaculteurs. Donc, des gens, bon, ben voilà, ma présentation qui a bien pété. Bref, sans les images, je peux vous confirmer que la plupart des fermes ne manquent pas d'idées, mais elles ont besoin d'architecture. Ça, c'est pour vendre un petit peu la salade, mais aussi vous expliquer que l'important, c'est d'avoir une bonne méthodologie pour parvenir à trouver un juste milieu entre la productivité, les activités économiques, tout ce qui est social, donc comment on s'organise et comment on redistribue, quel système de vente et de distribution on met en place, et comment mettre en place aussi un système agro-environnemental ou agro-paysager qui puisse être pérenne et productif à la fois. Et quand je dis pérenne, c'est pérenne au niveau des installations, mais c'est aussi pérenne au niveau de la biodiversité, donc de pouvoir ramener de la vie, ramener oui, de l'activité naturelle et agricole en même temps. Alors, pour ça, on a fait une petite étude économique. Et l'étude économique, bon, là, j'ai mis des schémas, mais c'est juste pour faire joli sur l'image, c'était pour pas laisser une image blanche comme l'image précédente. Ça dépend de beaucoup de choses.
ça ne dépend pas que de l'environnement socio-économique, ça dépend aussi de tout ce qui est accès, de tout ce qui est topographie, donc l'utilisabilité du lieu, comme je l'ai montré au début, qui était vraiment compliqué, et de la fonctionnalité qu'on peut donner à toutes les différentes parties. C'est pas du tout évident. Donc, nous sommes arrivés à une conclusion que la seule façon de trouver un débouché cohérent pour cette ferme, j'y reviendrai plus tard, c'est de créer plusieurs fermes dans la ferme. Donc, je rappelle, on est sur 10 hectares. C'est de pouvoir produire des légumes, produire du miel, produire de la viande sous différents aspects, j'y reviendrai plus tard dans le planning, des fruits et des petits fruits, et des œufs. Nous avions aussi envisagé de mettre des poulets, mais on n'a pas pu enfin, on n'a pas fait pour des raisons de logistique et de réglementation. Euh, Donc voici les 6 grands pôles qui ont été définis pour la ferme. Il n'y a pas eu que ces 6 pôles-là, il y a des choses un petit peu plus accessoires, mais je ne vais pas y revenir dessus. Je vais passer là-dessus et je vais arriver sur les études agro-environnementales. Alors, tout ce qui est études agro-environnementales, c'est une analyse qui peut durer entre 3 mois et 1 an et qui va nous permettre de bien observer le lieu, de travailler à la fois sur carte, à la fois sur analyse technique, comme des analyses de sol ou des analyses de stabilité, et des observations directes. Ici, l'image, c'est, on avait déjà installé à ce moment-là le verger et quelques clôtures, mais comme il n'y a pas grand-chose, je me suis permis de mettre l'image avant que le paysage soit créé. Et donc, on va s'attarder sur, je simplifie, parce que je sais qu'il y a quelques collègues dans le webinaire, je simplifie. Donc, on va travailler sur le relief, sur l'eau étant fortement corrélée au relief, sur les sols, le sol étant fortement corrélé au relief, qui est corrélé à la géologie, qui a une influence sur l'eau, qui a une influence sur les sols. Donc, tout ça, ce sont des boucles et ce sont des paramètres qui s'entrecroisent. Au niveau logistique et au niveau des activités sur les accès et la circulation, ce qui est extrêmement compliqué sur ce type de site et de projet, et sur toutes les contraintes, donc le voisinage, le socio-économique, tout ce qui est contraintes légales, permis, ce qu'on peut faire, ne pas faire, les contraintes sanitaires. Et je viens de dire aussi que c'est extrêmement compliqué. En fait, quand un projet est compliqué, en fait, personne n'en voulait. C'est pour ça que j'avais mis le mal-aimé. C'était en vente depuis un moment et ça ne se vendait pas. Mais quand c'est compliqué, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement énormément d'activités possibles. Donc, beaucoup de choses à faire et grande originalité, beaucoup d'innovation à retirer. Donc, un projet qui a l'air compliqué n'est pas du tout un projet infaisable. Les deux ne sont pas des synonymes dans ce cas-ci. Je voulais vous montrer deux, trois petits schémas d'analyse, étant donné qu'il m'a explosé les autres schémas d'analyse. Alors ici, puisqu'on parlait keyline, en fait, on est sur la géomorphologie, donc la forme du paysage, qui est de nouveau influencée par la géologie, l'eau, le climat, le microclimat et le sol. Et notre petite analyse je vais prendre ma petite flèche, donc du relief. Donc, quelle est la division et la définition du relief? Quelles sont les zones par lesquelles l'eau ne va pas s'écouler en rouge? Donc, souvent ce qu'on va appeler les crêtes sur la topographie locale. Et là où l'eau va s'écouler en bleu, donc les creux ou les vallées ou les vallons, les petits vallons. Chaque fois qu'il y a une petite ligne, c'est là où il y a un changement de pente et où l'eau aura tendance à plutôt stagner, l'eau qui ruisselle, puisque je rappelle que la ligne continue qu'il y a en bas ici, c'est potentiellement une ligne qui est le long d'une zone inondable à cause du changement du tracé du cours d'eau. Euh, je vous ai mis deux images. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système de keyline. Il est très particulier ici, et je voulais, dernière chose aussi, il est très particulier et on peut voir en fait qu'il y a énormément de bosses, de fosses, de vallons dans tous les sens. Donc,
C'est un projet qui, en plus de tous les autres aspects compliqués, a une complexité topographique qui est très forte. Et en fait, il y a des variabilités qui sont permanentes. Il est très compliqué de se baser sur des schémas un peu tout faits. On ne peut pas se baser sur des certitudes. Ici, il faut qu'on personnalise en fait chaque aspect du terrain. Et c'est ce qu'on a fait, hein. Euh, Hop. Et donc là, vous avez de nouveau le petit œil qui vous montre vers quoi on regarde. Je vais prendre celui du bas. Donc ici, le petit œil qui regarde vers la zone de remblai. C'est- Et que vous avez donc ici. Et donc, de manière très schématique, certains microclimats, plus c'est rouge, plus c'est ensoleillé. Quand c'est orange, ça veut dire que ça garde plus la chaleur. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a potentiellement une zone froide. Quand c'est mauve, c'est qu'il y a une potentielle zone de gel et que donc il faut faire attention aux légumes ou aux autres végétaux qui pourraient geler comme des bourgeons, etc. Donc, cette façon de faire nous permet aussi de définir euh, à quoi servent ces zones. En fait, le but, avant d'aller vers le planning, c'est de découper le projet en plusieurs parties, donc ce qu'on va appeler les surfaces agricoles utiles, les SAU, qui sont utilisées, c'est un acronyme qui est utilisé en agriculture, j'y reviendrai après. Et donc, avec tous toutes les différentes caractéristiques techniques, pour centraliser ce qu'on peut y faire, ce qu'on ne peut pas y faire. Et quand on a centralisé la liste des choses qu'on peut y faire et pas y faire, on peut commencer à se dire, on a X mètres carrés ou X hectares qu'on peut mettre en maraîchage, ou qu'on peut mettre en pâture, ou qu'on peut mettre en verger. Donc, on peut faire un choix sur la quantité de surface que nous avons pour produire telle ou telle chose, et si cette quantité de surface est potentiellement rentable, et à quelle échelle. Donc, on peut choisir l'échelle de rentabilité et aussi l'échelle de pression qu'on va mettre sur l'environnement. C'est-à-dire si on peut pas mettre 25 bovins sur ce site, puisqu'en fait, ils vont défoncer l'environnement, il y en aura beaucoup trop. De toute façon, il y a des règles à ce niveau-là. Gardon, je veux bien un petit SMS juste pour me dire que tout va bien, vu qu'il est chez vous. Et alors, le deuxième petit œil, lui, c'est la vue que nous avions tout à l'heure au début quand je vous ai montré le projet Mal-Aimé, et aussi pour vous montrer en fait différents microclimats, parce que c'est intéressant. Ici, sur tout le microclimat bleu et gris-bleu que nous voyons, merci Garlone, eh bien, nous sommes orientés est-ouest, puisque je vous avais dit que le sud était sur la gauche, ici, donc le nord à droite, par là. Et tous ceux qui le savent, tous ceux qui sont un peu dans ce métier-là, savent que les vents dominants en Belgique sont euh, plus globalement du sud-ouest et moins globalement, mais quand même fréquemment du nord-est, ce qui nous fait un couloir de vent abominable. Voilà, donc le fait de travailler avec les climats va aussi pouvoir nous définir d'autres critères, d'autres contraintes, d'autres opportunités, hein, parce que du vent, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'évaporation, ça veut dire de l'assèchement, ça veut dire aussi, quand c'est du vent de nord-est, potentiellement un gel très fort, et donc une pousse qui peut être moins importante. Voilà, tout ça, ce sont des choses desquelles il faut tenir compte. On est de nouveau sur la même perspective ici. J'ai plein de perspectives, mais j'ai essayé de garder quand même relativement la même perspective, histoire de ne pas vous larguer complètement. Donc ça, c'est la présentation que j'avais fait avec les autres images que malheureusement, elle sera vraiment tronquée. Mais voilà, donc on a cette ancienne carrière qui est occupée par le bosquet. Alors l'intérêt de ce bosquet, c'est qu'il fait environ 1 hectare sur les 10. Et son autre atout, c'est que il est répertorié en zone agricole. Donc ça veut dire qu'on y fait à peu près ce qu'on veut au niveau de l'occupation. Puisque dans une forestière, on n'aurait pas la même réglementation pour mettre de l'élevage, par exemple. Donc ici, on a une opportunité réglementaire qui est intéressante. On a aussi l'ancienne carrière, il y a deux énormes trous, et je vous ai mis des photos d'un des deux énormes trous ici. Vous voyez à quel point c'est encombré, vous vous rappellerez probablement de l'image du début. Et alors, on voit aussi que, donc
demande de repérer l'arbre ici parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme on a mis un étang dans ce bosquet, en fait, on a profité du fait d'avoir des terrassements qui étaient assez conséquents pour ramener de la terre, de la terre, de la terre, et créer tout un barrage et monter. On est monté de 7 mètres en fait ici, tellement on avait de la terre, ce qui nous a permis de créer le bassin. Parce que le trou était très grand, très vaste, mais il était ouvert à ce niveau-là. Et donc, bon, voilà, on a désencombré. Ici, il y a une image aussi, mais il y a encore un autre slide là-dessus. Ça, c'est déjà quand c'était désencombré. On a des écoulements de surface qui sont assez importants aussi, puisqu'ils sont accélérés par cette... il y a différentes lignes, mais ici, on voit la représentation d'une ligne. On a des crêtes qui sont potentiellement asséchantes, avec des pentes qui sont assez fortes. On a des ruptures de pente qui vont accumuler l'eau, qui vont la faire stagner, qui vont encore la faire s'accumuler en bas du site. Et on a aussi quelques points clés. Pour ceux qui connaissent un petit peu le keyline, on a un point clé ici, donc une rupture, mais qui n'est pas du tout intéressante pour nous. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. On a un point clé ici qui est intéressant pour nous, parce qu'on peut y faire un ouvrage, il n'est pas dans le chemin et il est utile. Et on a un point clé là-bas, qui est en fait juste derrière cette butte-là, et sur laquelle on a fait aussi une mare. Vous les voyez toutes les deux affichées à l'écran. Et en fait, c'est intéressant parce que la marque est ici à droite. Il y a juste une petite pluie et l'eau a déjà ruisselé par le sol et est remontée par le sol dans la mare. Donc on voyait déjà que ça fonctionnait assez bien avant qu'on ait mis la bâche. On est sur du sable et on veut avoir des mares, pas juste des zones tampons, donc nous avons mis des bâches. Et donc le ruissellement et le remplissage se fait par le haut et pas uniquement, pas aussi par le bas. Je vous remets le même, le même contexte avec une image qui est prise dans l'autre sens. Je suppose que vous l'aurez de nouveau remarqué. Ici, l'image est prise à 180 degrés de ceci, et donc on voit bien le key point qui se trouve ici. Donc, la lecture du paysage, euh, son architecture et la méthodologie Keyline Design fonctionnent très très bien pour nous donner une nomenclature et une hiérarchie dans les installations et les activités qu'on veut mettre sur un site. Le Keyline Design, c'est pas juste de la lecture des paysages et une architecture, c'est aussi toute une méthode avec une priorisation des activités. Alors, il y a une micro-formation sur mon site, mais je suis pas certain. Enfin, c'est surtout orienté vers l'analyse des paysages. Donc ça, je pense qu'il faut déjà être un petit peu spécialisé là-dedans avant de se lancer. Mais enfin, ça existe pour ceux que ça intéresserait, quoi. Et donc là, je reprends toutes les étapes du keyline dans l'ordre, avec tout ce qu'il faut analyser, avec des fiches didactiques que je vous dis en plus. Je vous ai parlé d'une segmentation du site. Eh bien, voici la segmentation du site qui est à droite en surface agricole utile. Ces surfaces agricoles utiles dépendent du sol, du microclimat, de la topographie, donc de la géomorphologie, de la caractéristique de cette zone, hein. Donc, quand on est dans un sous-bois, dans un bosquet, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Quand on voit en numéro 16, ici, on est sur une butte de sable ou sur laquelle on ne peut rien faire parce que, bah, de toute façon, en plus, c'est une zone qui est très riche en biodiversité. Donc, on va évidemment pas commencer à tout dézinguer juste parce qu'on a envie de planter des légumes et de mettre des vaches. Donc, il y a cet équilibre, cette interaction avec le vivant et la fonctionnalisation de l'espace qu'on voit ici. Alors, moi, sur ma méthode en gris, donc dans le petit encadré gris, je mets les activités prioritaires. Donc, je classe ça en quatre priorités. Une, c'est vraiment intéressant, ça va marcher à coup sûr. Sauf que il faut que la somme totale des zones disponibles pour du maraîchage, enfin, je ne sais pas moi, du quinoa par exemple, soit suffisante pour qu'il y ait un revenu économique. Donc, ce n'est pas parce que cette zone-ci, en numéro 2 a un potentiel en quinoa, par exemple, que je vais me lancer dans le quinoa. Mais par contre, je peux les additionner. Si j'ai suffisamment de numéro 1 et du numéro 2, je peux alors me dire, ah, ça devient intéressant de produire ou de cultiver l'une ou l'autre, l'une ou l'autre, l'un ou l'autre produit. Donc, en un, donc prioritaire, ça marche à coup sûr, tout ce qui est dans l'encadré.
en deux tout ce qui est en non encadré. Voilà, donc ça veut dire que si jamais on a besoin d'avoir quand même plus de surface pour une activité, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour cette zone-ci, mais ça marchera quand même, et donc on pourra additionner cette surface à l'activité qui a été choisie. Et puis il y a le 3 et le 4 et ça, j'ai tout un tableau avec ça que je ne présente pas ici, sinon c'est beaucoup trop de temps, mais que par contre je présente dans ma formation Concevoir des paysages nourriciers et régénératifs, sur laquelle vous pouvez vous inscrire et pour laquelle vous avez toutes les informations en ligne avec plein d'informations en plus et des petits goodies, des petits outils de diagnostic, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire quand même parce que ça mange pas de pain et c'est juste le programme de formation. Vous avez déjà des documents intéressants pour vous. Mais voilà, c'est aussi le genre de truc qu'on fait dans la formation pendant 4 mois. Donc le 3 et le 4, je ne les affiche pas, mais ils sont repris dans un tableau parce que je veux pouvoir justifier et mettre toutes les sommes des surfaces disponibles en un seul morceau. Je vérifie que tout va bien, tout va très bien, merci. Euh, Et voilà, par rapport au premier business model qu'on avait fait tout au début, eh bien, on peut définir trois activités différentes. Alors, c'est pas forcément obligé d'en mettre trois, mais c'est intéressant d'en mettre trois pour dire, tiens, voilà, quand on est face à un client, c'est quand même intéressant de pouvoir lui dire, on a retenu ça et ça, c'est techniquement possible, c'est économiquement possible. Maintenant, est-ce que vous avez envie de le faire? Et ça, c'est là et voici les contraintes et les opportunités pour chaque activité. Donc, à un moment, il y a eu la possibilité de mettre une houblonnière, hein, c'est le numéro 3 qu'on voit ici, mais une houblonnière dans cet environnement-là, je crois que tout le monde aurait hurlé au massacre, notamment les voisins, et en plus ça demande énormément d'installation. Mais bon, voilà, c'était pas du tout adapté au niveau intentionnel et même peut-être au niveau paysager, même certainement. Ce qui est amusant, c'est que un copain a repris l'idée pour le faire chez lui, pas très très loin. Et donc lui, il a fait une houblonnière parce qu'il a étudié le truc en détail. En deux, non, je vais prendre le un. En un, la possibilité de mettre du quinoa. Donc, de produire une partie en altitude, donc en 3D, donc de mettre des arbres en plus d'une culture de plein champ, donc au sol, mais qui veut dire, et donc là, on voit bien qu'on a une pondération, il y a un choix à faire. Si on met de la culture de plein champ, de un, ben, on a en fait que, en réalité 6 ou 7 hectares nets de production. On ne peut pas mettre d'intervalle ici verticaux pour casser les vents de ce couloir-là, comme on a fait après. Ça veut dire qu'il y a une culture, des machines qui passent et qui font de l'entretien de la culture, puis de la récolte, et puis du ressemis, etc. Et donc, c'est pas spécialement ce qui plaisait aux porteurs de projet, parce qu'ils avaient envie d'avoir plutôt un peu, je pense que tout le monde a vu passer à l'époque, c'était le film Demain, et puis tout ce qui était la documentation autour du Bec et Loin. Donc c'était un petit peu le modèle rêvé de tout le monde. Après, il faut bien le pondérer parce que tout ça, ça reste très théorique et il faut rester très pragmatique pour une ferme régénérative et productive. Et donc, ce qu'il s'est avéré le plus intéressant, le plus utile, c'est le verger pâturé. Alors, voilà, casser un mythe, en fait, en général, dans ce type de projet, la version la plus euh, utile et durable, ce sera en général le verger pâturé. Mais non, mais il y a différents types de pâturage, différents types de vergers. Mais bon, on voit que sur cette zone-ci, donc celle en un et en 2, on est sur un coteau, mais sur un coteau qui dispose d'un microclimat particulier, puisqu'en fait, il n'est pas dans le couloir devant. Il est abrité par des haies et des arbres aux alentours. Et donc, il a plus de chaleur. Et il est en pente orientée sud, celui-là. Donc, ce serait un peu dommage de le mettre en prairie. Et donc, comme un des porteurs de projet faisait, fait de la transformation alimentaire et était traiteur, en fait, ce qui lui tenait vraiment à cœur, c'était de pouvoir créer un max de produits différents sur la ferme, de pouvoir les valoriser et les transformer pour les distribuer ensuite et garder un maximum de la valeur ajoutée du produit à la ferme. Donc, on a
envisageait de mettre des petits fruits ici et il s'avérait que la surface était suffisante pour mettre des petits fruits avec une autre surface disponible ici, donc que je vous reporte ici, et aussi un maraîchage pour complémenter tout ça. Alors, mettre un maraîchage dans ce paysage, c'était un petit peu dommage parce que bah déjà on est à contre-pente, donc c'est pas possible partout. On est en zone inondable, ce n'est pas possible partout non plus. Et puis bah s'il y a déjà tellement de morcellement que si on doit mettre un maraîchage ici, ça veut dire qu'il est super loin. Or, pour ceux qui connaissent un petit peu les zones de permaculture, bon, on va essayer de pas mettre quelque chose de super loin pour et qui demande de l'attention tous les jours, parce que dès qu'on a oublié une brouette ou un sécateur, on est obligé de faire 2 kilomètres. Donc, ou de mettre une zone, une unité de logistique dans ce coin-là qui nécessite de mettre des câbles électriques, enfin peu importe, mais idéalement, ce n'est pas à envisager. Donc, nous avons conclu, et là j'ai averti en fait les clients, j'aurais dit, OK, ici on est sur un remblai, si vous vous souvenez bien, je sais pas quelle est l'image suivante. Ben voilà, c'est beaucoup plus joli, on va faire ça là-dessus. Ici, nous sommes sur un remblai. Donc ça, c'est le planning, donc le plan paysager final, hein. Et j'aurais dit, ça va coûter un peu de sous, mais sur ce remblai, on peut gratouiller un petit peu pour enlever la merde de surface et rajouter un tas de terre fertile qu'on va gratouiller ailleurs, puisqu'on a beaucoup de chemin et de mares à faire. Et ne vous inquiétez pas, recréer un sol avec de l'humus en maraîchage, sur un maraîchage sol vivant, bah, c'est le but du maraîchage sol vivant, ça marche très bien. Donc, j'ai des chiffres en fin de présentation, mais en 2024, on était à 5 tonnes, 2025, 9 tonnes et demie, et 2026, ils envisagent 12 à 13 tonnes, donc environ 6,5 kilos par mètre carré. On est sur 2000 mètres carrés net. Et donc, sur un truc dont personne ne voulait, qui était des anciens hangars où il y avait plein d'orties et qui étaient complètement défoncés. C'était des bosses et des fosses. Donc, nous, on a tout aplani, on a remis de la bonne terre, on a remis du compost, on a remis du fumier. Et puis après, je dis nous parce que au début, c'était moi, puis après, c'est l'équipe. Moi, je n'interviens plus dans cette ferme, sauf quand il y a peut-être de temps en temps une toute petite, tout petit rajout à faire, mais voilà, et en plus de ça, on a ici, on était sur, donc je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche à droite, on est sur une espèce de réseau d'écoulement en dur, donc une zone de nouveau très peu propice à la culture, avec une grosse dépression. Et ben, on en a fait une zone de production de framboises en complément de la zone de groseille qui se trouve ici. Tous les chemins de circulation que vous voyez, il y a les chemins qui sont un peu plus en brun foncé. Ça, ce sont des chemins qui ont été stabilisés et des chemins qui sont un peu plus en jaune slash brun clair et qui, eux, sont des chemins qui ont été juste décapés pour aider à la circulation. Alors, 90% du site a été réalisé et configuré comme ce plan-là. Voilà, oui. Il y a eu évidemment des adaptations, mais c'est grosso modo ceci. Et donc, quand je dis 5 fermes en une, eh bien oui, parce que nous avons tout le système de verger. Alors, dans cette zone-ci, nous n'en avons pas mis puisque la pente était trop forte. Et en plus, on a récupéré une petite partie en bas pour faire du maraîchage. Comme ça, par rapport, de nouveau, au niveau économique, au coût de main-d'œuvre et à l'économie d'échelle qu'on a pour la main-d'œuvre qu'on engage et le maraîchage qu'on peut produire, autant en mettre une petite partie ici en plus. Et ça marche très, très bien. Il y a tout ce qui est petits fruits, tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est bovin, et puis tout ce qui est cochon, puisque bon, dans les bois, en fait, on peut mettre beaucoup d'animaux, et un des animaux les plus, qui aiment le plus, bah, aller se mettre à l'abri dans la forêt, c'est le cochon. Et c'est pas Eric qui fait partie de ce webinaire qui me dira le contraire. D'ailleurs, je suis en train de discuter avec Eric Leux, pour faire un petit webinaire au mi-janvier sur l'élevage de cochons pour qu'on puisse partager l'expérience de l'élevage de cochons ici en sous-bois et son expérience qui est beaucoup plus avancée que la mienne au milieu semi-ouvert. Mais voilà, donc restez connectés si ça vous intéresse. Donc on est un petit peu dans l'aspect purement technique. Ici, on voit simplement ce qu'on appelle le zonage fonctionnel. Donc on voit les choses de manière un peu plus claire, un peu plus décroché du fond. Donc, chaque fois qu'il y a un chemin, en fait, il est entouré de haies doubles, de haies triple rang. Donc, en fait, des haies, on en a remis des kilomètres.
des kilomètres et des kilomètres. Et ça nous permet à chaque fois de créer beaucoup plus de diversité, des couloirs de transfert de cette biodiversité, des coupes-vents, des abris, de la biomasse, etc., etc. En rose, on a de nouveau ces chemins que nous avons terrassés et réalisés. Ici, c'est intéressant parce que on verra dans quelques images que je montrerai, et j'espère dans pas trop longtemps parce que ça avance, l'heure avance quand même. Ici, toute la zone, c'était aussi un remblai qui était totalement inutilisable, dans une pente approximative avec des vieux peupliers qui allaient s'effondrer, qui faisaient peut-être 20 mètres de haut, ouais, 12, 15 mètres de haut. Et donc, tout ça, ça a été terrassé en terrasse, bien vu. Et en plus, ben, on sait très bien que dans le milieu socio-économique a vraiment une importance et c'est indispensable vraiment de le garder en tête aussi au niveau d'avoir encore cette vision du paysagisme en tête. Et donc, je vais aller voir sur mon site où j'ai aussi mis un e-book sur le paysagisme et l'agroécologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les serres, on les a mis là parce que c'était une zone qui n'était pas forcément exploitable, mais aussi parce qu'en les mettant en terrasse, en fait, ils étaient invisibles de quasiment tout le monde. Je crois qu'il y a un voisin et demi qui a vu dessus un petit peu. Et elles sont très bien mises, c'est très joli, c'est très très bien intégré. Donc l'intégration d'un système agro-paysager, c'est super important. Ça aide beaucoup au fait qu'il soit accepté, qu'il puisse fonctionner. Parce que les voisins, ça reste quand même important dans un système et dans une, dans l'acceptation de la valeur sociale aussi de votre projet. Voilà. Donc ici, on a une vue qui va vers l'ouest, pardon. On a le sud qui est à gauche. Et on voit la mare qui est sur le point clé, on la voit ici, avec une haie là, une double haie ici avec le chemin que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a encore une haie qui traîne derrière, une triple rang qui traîne là, et une triple rang qui traîne ici. On ne voit rien dans le bosquet parce qu'on verra ça en détail plus tard. Sur le coteau dont je vous ai parlé, nous avons toute la ferme de petits fruits ici. Nous avons la crête dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qu'on ne voit pas sur l'image, qui était mise avec une haie ici pour infiltrer l'eau avant qu'elle ne s'effondre qu'elle se découle, qu'elle ne coule dans la vallée. L'autre étant l'autre mare sur le point clé. Et je n'ai pas tout à fait l'occasion de passer dans le détail, mais vous voyez vous voyez le résultat. Ici, pareil. Et donc, on a un avant-après ici. Donc, on a l'avant, ben, il n'y a rien. Il n'y a aucune biodiversité, c'est la prairie, ce n'est pas très fertile. C'est un coteau qui est non utilisé où on laisse pâturer de temps en temps un petit peu du monde pour que le rendre utilitaire. Et bah, nous, on en a créé des fermes dans la ferme. Je vais conclure avec quelques images de réalisation. On voit bien les chemins. Si vous vous souvenez de la bande ici qui était inutilisable, ben en fait, c'est tout simplement à la place de passer à travers les prairies, moi j'ai dit je ne veux pas qu'on passe à travers la prairie. D'ailleurs, on voit bien que nous avons dû refaire la prairie ici, et on voit bien qu'on a dû la refaire ici aussi, et ici aussi. Pourquoi? Parce que avant de faire ces travaux, c'était tellement humide ici qu'on ne pouvait pas y passer. Donc cette frite, on l'a utilisée, elle devait être construite comme chemin, elle a été construite et consolidée comme chemin. Et donc en fait, pour faire le tour de la ferme, on passe par l'extérieur des prairies, donc on ne dégrade rien du tout. On est sur une zone qui n'est pas utilisable. En tout cas, voilà, ça ne sert à rien de mettre des cultures jusqu'en bas de la pente. Ça nous permet de circuler de manière tout à fait safe, sans dégrader les prairies qui aujourd'hui se portent très très bien, de faire un petit tour en passant par là et donc de faire aussi un petit tour du propriétaire à chaque fois qu'on doit aller, si les bovins se trouvent dans une pâture qui se trouve là-bas à gauche, eh ben, on a déjà une inspection sur tous les problèmes potentiels qu'il faudrait régler pendant la semaine. Ou si jamais il y a une fuite d'eau, ben, on n'est pas en train de laisser couler la fuite pendant un mois parce qu'on n'a pas besoin d'y aller, quoi. Ce qui nous est arrivé d'ailleurs, parce qu'on a quand même tout un système hydraulique qui est très conséquent. Je pense pas que j'aurai le temps de le détailler, mais c'est très très conséquent sur ce projet avec une autonomie en eau totale. Il y a un château d'eau, il y a une pompe automatique, il y a un puits, il y a de la récolte des eaux de ruissellement, il y a des récoltes des eaux de pluie, il y a des systèmes de backup avec des citernes et des citernes enterrées qui se trouvent à trois endroits différents. Quand la pompe de pression pète ou se met en panne, eh ben en fait ça fonctionne quand même parce qu'avec la gravité, même jusqu'au bout des prairies ici, il y a 1 kilomètre de tuyaux, eh ben on a quand même de l'eau à disposition. Donc
la robustesse, en fait, et la résilience du système est aussi garantie par une très grande variété d'aspects techniques. Ça, c'est une image que je publie souvent. On voit ici, justement, quand on n'avait pas encore fini le chemin. Par contre, on voit bien qu'ici, il est en cours de construction, et bien qu'on est en train de défoncer la prairie, ce qui n'est pas le but. Voilà. On a travaillé en keyline, on a fait des chemins collecteurs, on travaille dans le sens de la pente ou à contre-pente. On a mis des cochons dans le sous-bois qui se portent très très bien, qui infiltrent, qui permettent aussi d'infiltrer l'eau vu qu'ils font des petits trous et qui se baignent dedans. On a des poules aussi de plein air en pâturage tournant dynamique avec les bovins. Sur des poulaillers mobiles, il y a du maraîchage. Ici, on a un petit aperçu d'un des châteaux d'eau. Donc, c'est le château d'eau principal qui se trouve tout en haut du site, dans le bois. Donc, toute une zone qui n'est pas du tout utile, praticable et cultivable. En fait, j'ai mis ça quelques. Oui, mais le réseau hydraulique, j'avais le schéma, mais il n'est plus. Euh, Tout ce système hydraulique est complètement autonome. Si le puits la pompe du puits s'arrête, ce qui a été aussi le cas, il y a encore 140 mètres cubes, donc 140 000 litres à disposition qui peuvent circuler sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé que cette pompe est tombée en rade, mais je ne sais plus pourquoi, pour un connecteur, une bêtise. Enfin, c'est les débuts du chantier. Hein, enfin, c'est les débuts de l'installation. C'est normal qu'il faille faire des révisions. Et en fait, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite parce qu'on avait toujours de l'eau. Du fait qu'on ne puisait pas directement dans le nappe, mais qu'on passait par un tampon, par un buffer, quoi. Ici, je remets donc la vue de l'étang dans le bois. Alors, il n'y a pas de fonctionnalité à part faire du microclimat. Enfin, donc, il y a des fonctionnalités. Faire du stock d'eau, avoir un stock d'urgence et faire du beau, tout simplement du beau. Ça aussi, alors ça, c'était pour évoquer le maraîchage, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Gabon, est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Donc, tu n'hésites pas à envoyer le micro si nécessaire, hein, ou m'envoyer un SMS. Je vire tous mes SMS. On a 5 questions pour l'instant. Ça va. Donc, il n'y a personne qui est encore énervé parce qu'on a un peu de retard, comme toujours. Et évidemment, la valorisation maximale des services rendus par les animaux. Je n'ai plus le slide sur les bovins, mais si vous avez la petite image avec un peu tous les cochons qui ont aussi vu sur le maraîchage, qui ont vu sur les étangs, qui s'éclatent bien, qui sont très gentils, qui font d'ailleurs ça ne plaira pas à toutes les oreilles, mais une très très bonne viande. Et ça marche tellement bien que bah, si on doit reprendre quelques affaires et ne pas faire, que j'ai mis ici, eh ben, la charge des bovins, à un moment, était trop importante par rapport à l'absorption de l'eau dans les prairies. Et donc, il a fallu qu'on réduise la charge, et c'est encore en cours, puisque l'inertie d'élevage peut être parfois un petit peu longue. En revanche, les cochons, on a augmenté leur cheptel parce qu'ils se portaient très bien et qu'ils n'avaient pas d'incidence négative sur l'environnement, bien au contraire. Alors, dans le positif, dans le négatif, bah, la charge des bovins. La distribution des produits, la transformation, ça reste quelque chose qu'il faut vraiment valoriser dans le modèle économique des microfermes. C'est pas le sujet maintenant, mais je voulais quand même vous donner quelques feedbacks sur la suite. C'est pas juste vous dire on construit des environnements magnifiques et tout va bien. Non, il faut aussi que ça puisse être rentable. Et donc, avec la quantité de légumes qui ont été produits, on tire entre 35 000 et 40 000 euros. Et donc, il faut en magasin. Et donc, il faut pouvoir valoriser un peu mieux la transformation et la vente directe, y compris pour les petits fruits qui demande une main-d'œuvre assez conséquente en termes de cueillette. Voilà, s'il y a des trucs à corriger, ce serait plus l'écart entre les rangs des petits fruits qui est un tout petit peu trop étroit. Et encore, j'avais rallongé par rapport au standard, mais pour travailler, c'est pas idéal. Et pour tondre entre les deux, c'est pas idéal non plus. En contrainte, on a tout ce qui est réglementation sur bah, les animaux, c'est le plus compliqué. Réglementation de l'AFSCA, réglementation bio. Et d'autant plus quand on associe plusieurs animaux en même temps, ben en fait, les organismes sanitaires n'aiment pas ça du tout. Et ça les fait flipper complètement. Donc voilà, c'est vraiment une grande complication, une grande complexité à gérer. Et aussi certains risques sanitaires, parce que toutes les framboises que nous avons plantées sur le collecteur d'eau, eh bien, on a dû tout ratiboiser après 2 ans parce qu'elles se sont prises tout un champignon, donc on a dû tout recommencer à zéro. Or, ça met 2 ans.
avant d'avoir des framboises correctes. En positif, bah, l'effet waouh. Un réseau hydraulique gravitaire qui fonctionne, un réseau hydrologique qui fonctionne. Des mares sont connectées entre elles, pas toutes, mais elles sont connectées entre elles. Elles récoltent l'eau. Il y a des exutoires. Elles sont capables aussi de faire un backup si jamais il y a un problème hydraulique grave, ce qui n'est jamais arrivé, ce qui à mon avis n'arrivera jamais. On a réussi à faire un maraîchage sur zone dégradée et j'ai appelé le maraîcher ce matin pour avoir un peu plus de feedback. Il m'a dit c'est juste génial, on a un muscle fou, on a des vers de terre incroyables. Enfin, c'est donc le fait se trouve sur un sol dégradé. Ce que je voudrais vous dire, c'est quand on part d'une situation qui est à la base vraiment pas idéale et qui peut en refroidir plusieurs, ben, on peut quand même en faire quelque chose de très très bien, quoi. Ce qui marche bien, c'est les cochons, le pâturage tourne en dynamique, les interactions entre le verger pâturé et la biodiversité aussi. Et je vais vous laisser peut-être sur cette image-là, parce qu'on peut encore y passer beaucoup de temps. C'est celle que j'avais mise pour la publication de l'événement. Je vous rappelle que vous avez sur mon site la possibilité de vous inscrire, d'aller visiter le programme de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. On peut aussi en discuter parce que le but de cette formation, c'est de vous apprendre à faire ce genre de choses en 4 mois, de vous rendre autonome si vous avez un projet ou si vous le faites pour d'autres. Donc, c'est ce que je transmets, c'est toute la méthodologie qu'il y a derrière avec un aspect pratique de tout ce qu'on a discuté, sociologique, économique et environnemental. Je ne vais pas faire ma pub pendant 1000 ans, donc je sais que Garlot m'a dit qu'il y avait quelques questions. Je vais laisser cette image ou je ne vais pas la laisser. Voilà. Et je vais vous retrouver en live. Et donc voilà, y a-t-il des questions? Et si oui, lesquelles? Et Garlot, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, alors peut-être d'abord les questions de contenu. On a des questions sur le keyline. Certaines personnes aimeraient savoir si tu peux rappeler comment on détermine un key point, savoir si lors du sous-solage en keyline, tu ajoutes une pente depuis les vallées vers les crêtes ou simplement sur la courbe de niveau. Et alors, je vais peut-être te laisser répondre à cette question-là. Ensuite, on aura une question sur les aménagements du cours d'eau et sur les animaux. Ok. Les points, comment est-ce qu'on trouve un key point? Ben, en fait, c'est là où il y a un changement de pente. Alors, si vous voulez avoir vraiment l'explication la plus complète et la plus didactique possible, il y a des vieilles vidéos de moi qui traînent sur YouTube où je fais le mariole. Et je pense que la vidéo s'appelle le Keyline Design pour les nuls. Et j'explique ça avec des schémas. Et en fait, euh, je vais juste revenir un petit peu sur le Keyline Design pour dire qu'en fait, cette méthodologie-là, pour moi, j'ai pas envie de dire un gros mot, mais elle est ultime parce elle sert pour tout, dans tous les cas, dans toutes les configurations, et elle a toujours raison. Maintenant, il y a l'expérience n'est quand même pas inutile parce que il faut arriver à faire des cas particuliers, en particulier pour cette ferme, quand il y a des anomalies. Donc voilà, il faut pas non plus que ça devienne un dogme, mais comme pour tout. Et alors, si on doit aller ramener de l'eau sur les vallons et au niveau de la pente, ça dépend vraiment de la configuration. Donc, on parle toujours du sous-solage, ou quasiment souvent du sous-solage, donc du fissurage. On voyait au tout début ma main qui était dans une fente, et bien, il y a une machine qui existe pour faire du fissurage. Et on peut faire ça sur des courbes de niveau qui sont placées stratégiquement dans le paysage. Et c'est souvent ce qu'on imagine quand on parle de keyline design, mais c'est juste une toute petite partie, c'est juste un outil parmi d'autres. Et alors, bah, remettre les pentes, faire ruisseler l'eau en direction des vallons ou à altitude équivalente, je vais faire une réponse très courte parce que ça dépend. Et voilà. Alors, D'autres questions? oui, toujours concernant l'eau, Théo demande s'il y a eu des aménagements sur le cours d'eau pour l'abreuvement, pour diversifier les habitats naturels ou autres. Non, le cours d'eau ne peut pas être touché et modifié. D'ailleurs, c'est pas tellement un cours d'eau. Enfin, il est sec. Il n'existe, il n'est alimenté, il n'est rempli que quand il y a de la pluie ou des inondations. C'est un exutoire, en fait. Et quand c'est le cas,
il charrie pas mal de crasse, en fait, puisque il y a tout ce qui est resté, ça peut être des bouteilles plastiques, des cochonneries. Donc, d'une part, non, pour des raisons techniques, et deux, pour des raisons légales, on ne peut pas. Et donc, c'était quoi la sous-question à ça, Gardon, pardon? La On diversification l'utilise pour des habitats l'abreuvement. naturels. Oui, Ah, abreuvement, tu viens de répondre, et puis diversification des habitats naturels. alors, on a laissé une, donc, on a, c'est une question qu'on a souvent parce qu'on travaille beaucoup pour la biodiversité, l'environnement et tralala, et on a tendance à, hum, à bien se faire mousser l'ego en disant qu'on fait du bien à la nature. Mais ce que voient parfois les gens, c'est qu'en fait, on défonce tout pendant 3 ans pour arriver à des résultats parce que enfin, pas pendant 3 ans, mais pendant un an et demi, surtout avec l'année 2024 qui était horrible et pendant laquelle on n'a quasiment rien su faire et la machine était en train de moisir sur place et de s'enfoncer dans blou dans la boue. Eh ben, du coup, les gens, ils ont des visions d'horreur, quoi. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est bien installé et une fois que on a bien reconnecté tous les biotopes entre eux, donc quand vous voyez des haies transversales, en fait, elles sont toutes connectées entre elles et donc elles créent des zones de transfert qui laissent aussi l'occasion aux animaux, quels qu'ils soient, que ce soit des insectes, que ce soit des renards ou des lapins ou peu importe, de trouver le biotope, le refuge qui leur correspond. Et donc, on refait circuler tout ça. Le bois, on a beaucoup travaillé dedans, mais il y a toute une partie qu'on a laissée. Il y avait 2 trous. Il y a un des 2 trous dans lequel on a mis une partie des troncs qu'on a extraits et qu'on a laissé bien moisir là-dedans pour que ça reste un havre de biodiversité et qu'on laisse tranquille, on n'y va jamais. C'est notre zone 5 permaculturelle, s'il y en a qui sont un peu dans la permaculture. Voilà. Tu m'as dit que j'avais des questions sur mon chat. Et où je trouve Oui, mon mais chat? je te les lis, comme ça tu peux répondre. La question Merci. suivante, c'est quelle est l'infrastructure pour les bovins en hiver, abri et nourrissage? Qu'en est-il Ah, des cochons et de quoi se nourrissent les cochons? Et enfin, comment avez-vous protégé les nombreux arbres des bovins? je note. Bon, les arbres, c'est simple, hein, ils sont protégés avec un grillage type à mailles lourdes, hein, type sanglier, sur 1,20 m ou 1 mètre, non, non, 2 mètres. Ils sont protégés sur 2 mètres. Et d'un côté, le grillage est placé sur le tuteur, donc le tuteur en bois. Et de l'autre côté, sur un fer en béton qui a quand même un bon 12 millimètres de diamètre, donc c'est quand même assez conséquent. Les bovins, je vais vous montrer vite un petit truc, comme ça vous allez voir tout de suite. Alors, il y a une idée qui est super sur papier, qui n'a pas du tout fonctionné, mais je vous la partage quand même. Comme ça, vous allez voir que personne n'est... je vois pas du tout mes commandes avec le zoom. Voilà, elle est là. Ouf. Enfin, c'est une bonne idée, mais sauf que c'est difficilement praticable dans ce site-là, c'est de faire une stabulation de plein air. Les bovins, ce sont des bovins rustiques, ça fait partie du business model. On ne s'en occupe pas ou peu, on les fait tourner, on déplace leur mangeoire, leur abreuvoir. En fait, ils sont directement disponibles à chaque prairie. Alors, pour ceux qui suivront la formation avec moi, ben, évidemment, on va détailler comment tout ça s'est fait, mais pour chaque prairie, pour une double prairie, il n'y a qu'une seule arrivée d'eau qui se connecte aux 2 prairies avec 2 petits abreuvoirs, donc pour limiter les allers-retours, évidemment. Et donc, une partie du sous-bois, du bosquet, on voit le bulldozer ici à droite. Eh ben, on a mis des centaines de mètres cubes dedans sur une partie pour créer une stabulation. C'était prévu dans le design, une stabulation qu'on voit ici, de plein air. Les bovins n'ont pas du tout besoin d'être à l'abri. Surtout qu'en l'occurrence, ben, ce sont tous des mecs, donc ils sont juste là pour manger, s'amuser et puis ben, nous rendre service autrement. Et donc, on voit ici la préparation de la stabulation avec le foin. On leur laisse étaler le foin eux-mêmes. Ils piétinent, sur lesquels ils font leur déjection et qui peut nous servir après dégradation en compost hyper efficace et hyper, pas concentré parce qu'il n'a pas plus de concentration qu'ailleurs, mais très vivant, quoi. Voilà. Donc mais alors, au niveau logistique, comme à un moment, il n'y avait plus trop d'argent parce qu'on a eu des augmentations de prix pas avec la guerre en Ukraine, et puis on a eu des retards et des augmentations de chantier à cause de l'année 2024 qui était très mauvaise. Donc, le chemin pour arriver à
cette zone-là, qui est un très beau chemin keyline, en fait, en hiver, il est difficilement praticable parce que comme il est sur une keyline, ben, en fait, il récolte l'eau. Donc, à la place de la faire circuler, s'il était stabilisé, eh ben, il fait flatch-flatch. Et donc, quand on passe 35 fois avec le tracteur, ben, la 36e fois, le tracteur, il passe plus. Donc, voilà, le niveau d'accès, c'est un petit peu compliqué. Et aussi, la- au niveau des, oui, au niveau des machines, c'est vraiment compliqué. Donc, on peut faire ça à la main, c'est beaucoup trop lourd. Donc pour l'instant, c'est une bonne idée, mais qui est difficile à mettre en pratique. Et pour les cochons, bah, ils ont un petit abri, ils se trouvent très bien dehors, et puis ils sont heureux dans les bois. Et alors, les cochons et les bovins n'ont pas de complément, sauf pour les attirer, pour leur faire des opérations, pour juste pour pouvoir les attirer à nous quand on a besoin de les faire se déplacer. Et ils se déplacent bien, ils courent beaucoup d'ailleurs, ils s'amusent beaucoup. Et les cochons, on leur donne tout ce qui est légumes non utilisés, du quartier en bio, soit du maraîchage et des grains, évidemment. Donc ça, on ne coupe pas. Voilà. Alors, maintenant, on passe aux questions plus techniques. Quelqu'un nous demande quel logiciel tu utilises pour modéliser et cartographier. Ah, alors, il y a tout ce qui est cartographie, et là, on va utiliser tous les géoportails et le mettre en place avec QGIS. Hein. Donc ça, c'est classique. Et alors, il y a le logiciel que j'utilise qui est Concept sur iPad. Et là, il y a toute une formation très complète sur mon site qui est vraiment bien faite parce que là, pour l'heure, je suis content. Il y a tout un syllabus, c'est très carré et tout ça. Il y a toutes les vidéos qu'il faut pour le faire, pour y arriver. Et j'ai quelqu'un que j'ai eu en ligne ce matin qui est une personne qui fait du paysagisme qui m'a dit, c'est génial, j'ai tout compris, ça marche. Donc, ben, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc, moi, alors, avant, je faisais tout à la main, calque, papier, tralala, crayon. Donc, certains plans que vous verrez peut-être passer de moi sont en fait des trucs que j'ai fait à la main. Et à un moment, on se rend compte évidemment que ce n'est pas du tout ni pratique ni transportable. Donc, petit à petit, j'ai dû me mettre à la tablette. D'abord, tablette graphique, c'était intransportable, donc iPad. Et puis l'iPad, il a fallu trouver un logiciel qui puisse avoir tout ou un maximum de caractéristiques et de fonctionnalités dont j'avais besoin. Et pour ça, le seul qui a rempli le maximum de mes critères et qui n'est pas parfait, qui fait pas de la mesure, qui fait pas de la 3D, qui fait pas, enfin, ça fait de la mesure, mais ça fait pas de la géolocalisation, c'est Concept. Voilà, qui coûte pas cher. Et alors, une dernière question qui concerne justement la formation que tu proposes à partir de janvier 2026. Je te résume le tout. D'abord, est-ce que cette formation est adaptée pour des fermes qui sont déjà existantes avec leurs contraintes parcellaires, leur production, etc. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'il faut comme connaissance et comme compétences pour commencer cette formation? Parce que pour certains, ça paraît quand même assez vertigineux. Attends, je note parce que sinon je vais oublier. Alors, je commence par le plus facile. Les fermes en activité, oui. Et alors, on peut donc on peut travailler sur 60 mètres carrés comme 1000 hectares. On peut travailler sur du jardin biodiversifié en autonomie vivrière personnelle, comme sur un écolieu, comme sur une agroforesterie ou de l'agroécologie avec du keyline design à très large échelle. Alors évidemment, donc pour reprendre sur la ferme en activité, donc je propose à la personne de me contacter par mail ou par téléphone ou juste me dire est-ce qu'on peut s'appeler, parce que c'est peut-être qu'il y a des configurations particulières, mais oui, de toute façon, on peut travailler sur quelque chose qui est déjà en place. Mais je ne connais pas du tout les freins à un changement de ce qui est déjà en place. Donc, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Mais évidemment que c'est possible. Et c'est même recommandé maintenant, si c'est juste pour mieux comprendre son système et l'améliorer. C'est vrai que la formation est un petit peu trop complète, mais elle pourra donner des trucs un peu inattendus et certainement une vision, un angle de vue qui sera, euh, oui, peut-être plus original ou qui aidera à la réflexion et peut-être à une réorganisation du système. Deuxième question, que ça a l'air vertigineux, oui, oui et non. Alors c'est vrai que quand on lit le programme, c'est vrai que j'ai tenu, et encore, vous n'avez pas la version complète, quand on télécharge le programme en ligne, c'est une version édulcorée, et j'ai quand même donné quelque chose d'assez complet pour que ça puisse être
les gens qui sont un peu plus avancés puissent se dire, ah oui, il y a quand même quelque chose pour moi là-dedans. Euh, alors, ce qui est important, c'est que je donne une méthode, une méthodologie, une structure pour arriver d'un point A à un point Z. Mais on n'est pas obligé ni de tout connaître, ni de savoir tout faire. L'important, c'est de savoir ce qu'on sait, de savoir ce qu'on veut faire, de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc, des fois, on aura tendance à vouloir étudier l'un ou l'autre sujet supplémentaire. On sera obligé de le faire parce qu'on ne pourra pas y couper, ou de demander à un spécialiste de s'en occuper, ou d'attendre parce qu'on n'a pas le choix, ou c'est une compétence qu'on a déjà. C'est sûr que vous remplacerez pas un Gugus qui fait ça depuis 15 ans et qui en a fait des dizaines. Mais le but, c'est pas que ce soit compliqué, c'est de vous donner des étapes, une méthodologie, des outils faciles comme par exemple tout ce qui est le calcul de surface agricole utile, la, l'identification des surfaces agricoles utiles, et ben on fait ça ensemble, et je vous donne les outils pour le faire. Après, évidemment, vous serez capable de le faire à la fin de la formation, mais il faudra peut-être le faire, enfin, il y aura peut-être des petits couacs. Mais après, vous avez différents niveaux de formation, le niveau 1, 2, 3. Et en fonction de votre niveau, ben, vous avez aussi une relation avec l'équipe, parce qu'il y a une équipe derrière et moi qui est différente et qui vous permettra peut-être d'en savoir plus et de mieux vous faire accompagner. Ce qui ne vous empêche pas de vous faire accompagner par ailleurs, par quelqu'un d'autre ou moi, si c'est indispensable. Pas de CPF, pas d'autre financement, je suis belge, je ne suis pas subsidié. Voilà, j'ai une réponse à une question que je viens de voir s'afficher en direct. Je suis désolé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a bien dépassé l'heure, là, ça devient des questions plus personnalisées. Non, là, je crois qu'on a fait le tour des questions générales. Pour le surplus, j'ai mis en lien le lien vers les formations. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me renvoyer un mail et ben, j'espère une prochaine fois. De toute façon, je mettrai le replay en ligne. Il faudra que je l'édite un petit peu parce que c'est un peu long. Ben voilà, j'espère en voir certains la semaine prochaine et puis d'autres peut-être au détour d'un autre événement, d'une formation. Merci à tous.